ces livres peuvent leur apporter d'abord des sources, car j'ai voulu faire parler les acteurs, les paysans eux-mêmes, mais également ceux qu'on appelait les gens de village, c'est-à-dire ceux qui les entouraient, les artisans, les commerçants, les marchands, également les curés, les notaires, les gens de justice, les fermiers de seigneurie, tous personnages qui ont laissé des archives que j'ai pu récolter depuis la fin du Moyen-Âge, donc depuis la guerre de 100 ans, jusqu'à 1914, donc la veille de la Première Guerre mondiale. Et dans chacun des volumes de cette trilogie, il y a une mise en perspective qui, évidemment, montre les thématiques qui s'accrochent à cette histoire rurale vue d'en bas, en quelque sorte, qui met les perspectives bien clairement en vue pour les étudiants. Il y a également des tables des matières extrêmement détaillées, puisque année après année, département par département, les différentes questions apparaissent à travers des sources qui sont présentées et commentées avec une brève introduction pour donner envie de pénétrer dans le concret de la vie des campagnes françaises sur le demi-millénaire qui est concerné. Alors effectivement, ces 3 volumes montrent 3 tempos très différents de l'histoire. Le premier, qui est ressorti d'ailleurs en collection de poche, texto, donc sur la mémoire des croquants, qui va donc de la paix d'Arras en 1435 jusqu'à la Fronde en 1652, montre que les campagnes étaient particulièrement menacées par les soldats, par l'insécurité dans des temps de guerre où les militaires, en quelque sorte, dévastaient périodiquement le plat pays, alors que les pestes, évidemment, et les famines étaient encore très très importantes. Le second volume, qui lui également vient de paraître, donc en collection de poche, sur cette fois la mémoire des paysans, pour changer, pour moderniser un peu le titre, court de la Fronde, donc de 1653 jusqu'à 1788, donc jusqu'à la veille de la Révolution. Et là, le climat change. On voit encore un siècle de fer jusqu'à la mort de Louis XIV, avec notamment des famines et puis des terribles crises également épidémiques, mais c'est l'impôt, c'est la fiscalité, dans le cadre des pouvoirs que l'État étend de plus en plus sur le plat pays, c'est la fiscalité et non plus les gens de guerre directement qui menacent les campagnes. Et on voit ici tous les acteurs de la vie rurale, receveurs de seigneurie, marchands, notaires, artisans, contester au mieux évidemment cette pesée fiscale qui va aboutir à la Révolution. Et donc on arrive au 3e volume qui lui porte sur la période 1789-1914, qui montre des campagnes qui sont de plus en plus choyées par les pouvoirs publics, d'abord par la Révolution. Il est vrai qu'elles sont intervenues notamment dès la Grande Peur pour demander la suppression des droits féodaux, mais on voit ces campagnes qui évidemment bénéficient du suffrage universel et qui sont des électeurs choyés par la République, le Second Empire et surtout la Troisième République. Et là, à travers ce 3e volume, à travers les récits des paysans eux-mêmes, mais également la littérature, et à travers une mémoire mise par écrit sous forme d'autobiographie au XXe siècle, de personnages nés à la fin du XIXe siècle, on touche de plus en plus très concrètement la vie quotidienne de ces Français majoritaires qui vivaient à la campagne, et on les voit vivre, survivre, payer des impôts bien entendu, mais également combattre, mourir dans les conditions matérielles et dans les conditions culturelles également, qui se transforment dans ce 19e siècle, dans ce très long 19e siècle. Eh bien cet ouvrage, c'est un cas d'école. C'est en quelque sorte un modèle grossissant des rapports entre les campagnes reculées, celles des montagnes méridionales, et les pouvoirs publics, à travers un épisode qui est lié d'abord à l'histoire de l'environnement, à l'histoire de l'animal sauvage. Mais j'ai voulu voir, en étudiant cette question, les aspects à la fois économiques et sociaux, mais aussi culturels, qui permettaient de comprendre le décalage qui existait entre la situation des campagnes du Gévaudan et d'ailleurs de la Haute-Auvergne. On dit toujours Gévaudan, mais ça concerne également le département actuel du Cantal et de la Haute-Loire, et en même temps les élites citadines qui vivaient dans les grandes métropoles provinciales et surtout à Paris. Et c'est ce va-et-vient entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux, entre les petites gens et les savants ou les administrateurs, que met en lumière
cet épisode dramatique qui a duré 4 ans et qui a fait quand même près d'une centaine de victimes dans ces campagnes reculées.